Alors bonsoir à toutes et à tous. On remercie la famille Boisis qui nous accueille. Que ça soit beaucoup de bracha, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup trouver les bons mots au bon moment pour les enfants et aussi pour les conjoints. Alors le thème, je pensais que vous aviez mangé, donc du coup, ça va être un peu plus court que... Mais c'est pas grave, on va faire plus court mais aussi plus dense. Donc ça va de toute façon prendre 2 ou 3 ans pour décompresser. Alors, le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Yochanan Ephraim Hanina Ben Yael. Qu'Hachem il envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël. Et Amavdil Ben Chaim Lemetim, aussi dédié les Ilun Nishmatam pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Bar Mazal, Rina Bat Zohara, Eliaou Ben Rina, qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Alors, la notion qui a été choisie, le thème qui a été choisi au niveau de la joie, c'est un sujet qui est très important parce que malheureusement souvent on ne se rend pas compte mais on croit de manière illusoire que notre réservoir de joie est infini. C'est une erreur fatale, d'accord ? Ça veut dire que tous les jours, quand on fait, quand on parle, quand on agit, quand on réfléchit, quand on se remet en cause, en fait on puise dans notre réservoir de joie. Et ce réservoir de joie qu'on a, on a de notre jeunesse, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a vécu, de l'amour qu'on a reçu dans notre jeunesse, de ce qu'on a atteint, de ce qu'on a réussi. Alors, on a l'erreur de penser que ce réservoir, numéro 1, il est infini, numéro 2, il s'auto-régénère. Alors qu'en vérité, c'est faux. Ouais. C'est un peu comme la patience de l'autre. On croit que la patience de l'autre, elle est infinie, alors on puise, jusqu'à ce qu'on l'ait épuisé. D'accord ? Donc de la même manière, il faut avoir cette conscience dynamique de travailler pour régénérer sa joie. Maintenant, la joie, elle est toujours liée à une logique de complémentarité, d'entité. Parce que vous savez, par exemple, la reconnaissance ne peut pas exister s'il n'y a pas de bonté. Mais la bonté ne peut pas exister s'il n'y a pas de manque. C'est que la bonté vient combler un manque. Ouais. Et la réaction à la bonté, c'est la reconnaissance. Donc, par transitivité, la reconnaissance ne peut pas exister sans le manque. Aux yeux, non. De la même manière, la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc, quand quelqu'un ne se donne pas les moyens d'être, il ne peut pas avoir la joie. Malheureusement, dans la société, on vend des substituts de joie. Comme il y a des substituts de crevettes, il y a même des substituts religieux, donc ils ont fait des substituts de joie. Mais en vérité, c'est pas de la joie, c'est du plaisir. Il y a une différence entre le plaisir et la joie. Parce qu'en fait, la joie vient de la neshama, alors que le plaisir vient du corps. Le problème, c'est que les deux, ça ne me dérange pas si vous l'éteignez, les deux sont alimentés par la même énergie qui vient de l'âme. Donc je résume pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter mes cours, c'est que la neshama, l'homme est fait un peu comme les poupées russes, vous savez, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc la neshama, c'est la poupée la plus profonde. Au-dessus, il y a une autre qui s'appelle le psychique, le moi, le je. Et au-dessus, il y a le corps. Maintenant, la neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante qu'on appelle vulgairement en éthique médicale la vie. D'accord ? Cette énergie, elle, n'a pas de connotation humaine. Elle est entièrement divine, puisqu'elle vient de l'âme qui, elle aussi, est divine. Mais cette énergie, quand elle sort de l'âme et qu'elle rentre dans le nefesh, dans le psychique, dans le jeu, à ce moment-là, quand elle est prise, attention, en compte, en conscience et en maîtrise par le jeu, elle s'appelle volonté. Ça va ? Je sais que c'est un petit peu abstrait pour vous, mais c'est pas grave. Ça vous évitera de faire 10 ans de yeshiva et 3 ans de fac. Donc je répète, cette énergie-là, qui sort de l'âme, elle est divine. Quand elle sort de l'âme et qu'elle arrive au niveau du psychique, on l'appelle volonté. C'est pour ça que je ne l'ai pas appelé volonté avant. Je l'ai appelé énergie. Mais dans toutes les sciences, dans toutes les notions, dans toutes les approches, on parle toujours d'énergie, d'accord, d'énergie vitale, d'intrinsèque moelle, d'essence de l'être, de volonté première, d'impulsion première. Tout le monde parle de ça. Oui, mais nous, dans le langage des Chachamim, on l'appelle Ratson Novea Me'aneshama. La volonté vient de l'âme. Mais le problème, c'est que chez nous, la volonté, elle est perçue comme la volonté appliquée, pas comme la volonté pure.
Maintenant, si on dit que la volonté vient de l'âme, étant donné que l'âme est divine, on a un problème. C'est que si la volonté vient de l'âme, du coup, nous, on est des robots. Puisque c'est Dieu. L'âme, c'est Dieu. Vous me suivez ou non? Donc, une petite nuance très importante, c'est que ce n'est pas la volonté, c'est-à-dire dans sa nature, dans sa connotation et dans son orientation qui viennent de l'âme. C'est dans son essence. C'est-à-dire que l'énergie de l'âme vient, l'énergie qui constitue la volonté vient de l'âme. C'est pour ça que quand quelqu'un, on lui enlève l'âme, il meurt. Parce que c'est la vie. Ouais, c'est pour ça que quand quelqu'un ne met pas son âme dans ce qu'il vit, même avant l'égoïsme, il disait « en mon âme et conscience ». Maintenant, l'âme, on l'a enlevé parce que c'est moral, la conscience, c'est impossible à cause de toutes les vitamines. Donc, il ne reste plus rien. Mais, enfin, il reste les humoristes. Mais la logique, c'est ça. C'est que l'âme, elle va produire une énergie. Cette énergie, elle est prise en charge par le nefesh, par le jeu. Et à ce moment-là, dans l'illusion d'optique de la perspective, on pourrait croire que le jeu et le vœu sont pareils. C'est pour ça qu'en hébreu, nefesh, ça veut dire le moi, le psychique. Mais quand dans la Torah, c'est marqué ki im et nafshechem, si c'est votre volonté, du coup, le nefesh devient la volonté. Pourquoi? Parce que quand, attention, c'est là que je vous demande de vous concentrer, quand je dis je veux, le je, c'est moi. Mais le vœu, c'est pas moi. Voilà. Ça va? Donc le vœu, c'est une énergie que j'utilise. C'est pour ça que je donne toujours le même exemple, comme ça c'est facile à comprendre. C'est comme si j'ai le courant ici. Vous voyez, là c'est branché sur le courant. Vous savez qu'on ne paye pas la fabrication du courant, on paye l'utilisation du courant. Parce que si vous deviez payer la fabrication, il faudrait acheter une centrale électrique, c'est très très cher. Donc vous payez que l'utilisation. Donc l'État s'engage, enfin ou EDF ou Engie, s'engage à vous mettre le courant ici. Vous par contre, quand vous branchez un frigo, vous commencez à payer. Donc vous allez orienter cette énergie vers le frigo. Ça fait du froid. Vous orientez cette énergie vers le four, ça fait de la chaleur. Vers la chaîne IFI, ça fait de la musique. Vers la belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. D'accord? Elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant. Donc vous avez compris que cette énergie, en fait, votre libre arbitre, c'est de l'orienter. Mais l'énergie elle-même, vous ne la créez pas, vous ne la fabriquez pas, vous l'utilisez. Donc pendant un certain temps, le bon Dieu te donne une pile qui s'appelle la Neshama. Cette pile, elle va développer une certaine énergie. Toi, tu es libre d'utiliser cette énergie vers le bien, vers le mal, vers le vrai, vers le faux. Tu peux la mettre dans ta mytho et devenir complètement un phobique chronique, d'accord? Ou tu peux le mettre dans ton projet ou dans ta guémara ou dans ta société ou dans ton couple ou dans n'importe quoi. Mais tu vas orienter cette énergie. Donc en fait, le jeu, il est fini, puisque c'est l'homme, mais l'énergie est infinie. C'est pour ça qu'un homme peut envisager l'infini. C'est pour ça que tous les ans, on va réimprimer le livre des records. Parce que sinon, d'après les scientifiques, on est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon notre mazal pondéral. Donc si on est de la viande elle n'est pas infinie. Tu as déjà vu un steak infini, toi? Donc l'homme, il est fini. D'ailleurs, le deuxième nom de l'homme, c'est Capri. Donc, le Capri, c'est fini. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Donc je sais que c'est bien plus grave. Alors, donc maintenant, quand on réfléchit que cette énergie-là, elle-même, elle est infinie. Donc après, tout le sujet de la vie, c'est quoi? C'est que le jeu va utiliser le vœu. En hébreu, anirotse. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que nous, comme on n'a pas assez conscience de cette énergie qui nous traverse, donc on peut confondre le jeu et le vœu. Maintenant, quand toi, tu vas utiliser le jeu pour orienter le vœu, comme ton vœu est l'infini, donc tu peux produire de l'infini. Mais, petite nuance, si tu te sers de l'énergie du vœu pour projeter le jeu, ce qu'on appelle en français, tu mets ton jeu en avant, comme le jeu est fini, automatiquement, ça va limiter la capacité de ton vœu à réaliser. C'est pour ça que la qualité qu'on a reconnue chez Moshe Rabbeinu, qui était chacham, qui était sage, qui était juste, qui était pur, qui était grand, la qualité qu'on a retenue, c'est quoi? Modeste. Ve'aish Moshe, anav mikol adam. Pourquoi ça? Donne-lui qu'il est chacham. Vous savez qu'il faisait 5 mètres de haut. Vous savez qu'il avait une force incroyable. Vous savez qu'il a survécu là où tout le monde est mort. Vous savez qu'il avait une sainteté incroyable. Et vous savez qu'il est le plus grand des prophètes. Donc il avait tellement de qualités. La seule qualité que tu as retenue,
C'est la modestie. Alors bien sûr, bon, ça serait l'occasion d'étudier 2 ou 3 semaines le sujet. On ne parle pas de la modestie comme nous, c'est-à-dire la modestie, l'humilité, baisser la tête, laisser passer les autres. Non, la modestie est un peu comme dans la chassidoute, le bitoul, c'est-à-dire l'auto-annulation. Or le moi, lui encore une fois, il a un début, il a une fin, parce qu'il a été créé. Mais le vœu, il est infini. Donc si moi, j'enlève mon jeu, ouais, donc mon vœu, il va être infini. Maintenant, comment on appelle l'action d'enlever le jeu qui limite le vœu? Puisque c'est Messirut Nefesh. Ça va? Mais par contre, si je me sers du vœu pour projeter mon jeu, je mets mon jeu en avant, genre toujours, tous les gens commencent leur phrase par moi, moi président, moi président, moi président. Bon, on sait comment ça s'est terminé. On va pas en faire un fromage, mais bon, tout le monde a compris. Donc en fait, si tu te sers du jeu pour orienter le vœu, alors tu vas faire de grandes choses dans ta vie. Mais si tu te sers du vœu pour projeter le jeu, donc que le jeu devient le but, d'ailleurs on le dit, il est un but de sa vie, il est un but de lui-même, un but. Bon, c'est pas buvable, mais ça, ouais. Donc c'est dommage parce que tu vas être petit. C'est que tu aurais pu faire des grandes choses, mais c'est comme les gens qui se lancent dans un projet, puis après ils s'arrêtent à cause de l'argent. C'est-à-dire ils deviennent cupides. C'est dommage, tu aurais pu racheter Ron Poulain, tu aurais pu racheter Microsoft, et tu t'es arrêté parce que pour l'argent. Toi, tu aurais pu être un grand médecin, mais d'un seul coup, tu t'es mis, non, un gars il t'a expliqué, tu sais, tu capitalises, tu peux créer des franchises de restaurants avec tout le cash qui rentre chez toi. Le gars, lui, il a perdu, c'est dommage. Il aurait pu amener peut-être un vaccin pour le cancer. Parce qu'il avait une impulsion première qui était infinie de volonté, mais il a pollué avec la petitesse du jeu. Parce que le wam, ce qu'on appelle en tahitien le wam, ou le moi, ouais, le moi, c'est petit. Donc la seule manière d'être grand, c'est de ne pas être petit. Ça va? Ça a l'air évident comme ça, mais l'idée, c'est que on ne sait pas ce que c'est être grand. Tu sais, quand quelqu'un dit « je vais être Baba Salé, je vais être le Rabbi Lubavi, je vais être Rav Shach », il ne sait même pas de quoi il parle. C'est comme s'il dit « je vais manger l'Everest ». D'accord? Mais on sait ce que c'est être petit. Parce que le sentiment de miskin, le sentiment de petitesse, le sentiment de cruel et de méchant, on le connaît. Alors écoutez cette phrase de la pensée benchetricienne. C'est plus facile de s'éloigner de ce qu'on ne connaît pas que d'aller vers ce qu'on de s'éloigner de ce qu'on connaît que d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. D'accord? Par exemple, tu sais ce que c'est être méchant avec ton conjoint, parce que tu le sens quand tu es méchant. Donc, c'est plus facile de s'éloigner du côté méchant, parce que tu le sens, que de croire que tu es vraiment gentil. En vérité, c'est les Chachamim. Les Chachamim disent « Mitor shelo lishma balishma ». Ouais, pour arriver au Leshem Shamaim à 100%, il faut passer par le Lo Leshem Shamaim. C'est-à-dire, pour être désintéressé, il faut passer par l'intéressé. Pourquoi? Parce que l'intéressé, c'est lié à la matière. La matière, elle a un début, elle a une fin. Et tu la connais. Donc, c'est plus facile de lutter contre le rapport à la matière que de s'attacher à la non-matière ou à l'antimatière ou à l'immatérialité. Ça, c'est déjà Arizal. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Nous, on sait que le corps, c'est de la viande. Plus ou moins harmonieux, d'accord? Maintenant, on nous vend qu'il faut s'attacher à son corps, qu'il faut connaître son corps, qu'il faut vivre en accord avec son corps, qu'il faut écouter son corps. On est devenu pratiquement des corps au pied, mais du corps. Ouais. De l'autre côté, on a une neshama. Même si tu n'es pas religieux, ouais, tu vois bien que les grandes choses dans la vie, les grands projets, après le côté infini, la dimension spirituelle, elle ne vient pas du corps. Maintenant, la neshama, elle est infinie, et elle produit cette énergie. Le corps, lui, il est fini. Maintenant, le problème, c'est ce qu'on appelle en français la dérive du flux existentiel. C'est-à-dire que quand l'énergie, elle sort de l'âme, si moi, je n'ai pas un jeu assez fort pour le maintenir dans un choix élevé, automatiquement, il va tomber dans un choix moins élevé. Et le choix moins élevé, c'est le choix du corps. Or, le corps n'amène pas de joie, il amène du plaisir. C'est comme la femme, par exemple. Vous savez que la femme a un défaut majeur, vous savez ça? Non? C'est qu'elle est belle. Donc quand quelqu'un se marie, ou quand quelqu'un remarque une femme, c'est rare qu'il commence par ses qualités morales
ouais, il est plutôt touché par sa personnalité. Mais le problème, c'est que même après qu'il va se marier, même après qu'il va travailler, même après qu'il va essayer de construire, vous savez, un homme, il met des années et des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. D'ailleurs, les goïms, ils ont renoncé, puisque eux-mêmes, ils l'appellent l'objet du désir. Donc, c'est-à-dire que l'homme, lui, c'est l'acteur, c'est la personne, et la femme, c'est l'objet. Maintenant, le vice, il a été tellement loin que maintenant la femme, elle-même, elle s'identifie au regard objet que l'homme lui propose. Ils appellent ça la sensualité. Vous me suivez? Donc elle perd son statut de personne. Du coup, ils sont obligés de mettre des hashtags MeToo partout. D'accord? Mais en vérité, c'est ça. C'est que tu es une personne. Maintenant, pourquoi quand je vois une femme, je la regarde comme un objet? Parce que mon projet, c'est de faire un avec sa volonté, ce qu'on appelle l'amour en français. Mais si je n'ai pas une maîtrise de ma volonté, automatiquement, je vais m'arrêter en chemin, ouais, et je vais tomber dans la dimension matérielle qui s'appelle l'attirance physique. Maintenant, la Torah n'a pas exclu d'être épanoui au niveau intime. Mais le but, c'est pas ça. Mais seulement, tu vas passer par là pour arriver à ça. Mais si tu t'arrêtes en chemin, tu perds le principal. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, quand la crémière a pris de l'âge, les gens changent de crèmerie. Alors qu'en fait, le fromage est toujours aussi bon. Ah, parce qu'il y a la moyenne d'âge de certains participants qui m'empêchent d'aller plus loin dans la dimension concrète du sujet. J'espère que ça reste clair pour chacun. Mais vu que les références, vous les avez, puisque vous n'avez pas besoin de moi pour avoir un Yetzara, moi j'essaye de jouer le rôle du Yetzara Tov, mais le Yetzara, grâce à Dieu, chacun il est blindé. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que de la même manière que le gars il va s'arrêter en chemin sur l'objet, de la même manière, par exemple sur l'argent, il va s'arrêter en chemin, parce qu'au lieu d'en faire un moyen, il en fait un but. Il s'arrête en chemin, d'accord? Maintenant, pareil, une maison, c'est un espace de développement de spiritualité, avec un sous-groupe qui s'appelle le bonheur. Mais tu peux en faire un objet pour frimer. Tu fais visiter la maison, non, tu t'en sors pas, tu as 12 000 euros de loyer, mais quand les gens ils viennent, ils disent quoi, t'habites là? Ah, j'habite là, ouais. En face de l'Élysée. Maintenant, il n'y a rien dans la maison, il reste une corde et un tabouret. Des fois, tu voudrais trouver une solution pour payer le loyer. Ouais. Mais tu peux frimer et dire, tu sais où j'habite? Tu cherches une adresse? Non, si, non, si. Non, si, du coup, il a fini à Nancy. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que du coup, la maison, au lieu de devenir un outil de réalisation du couple et de la famille, elle est devenue un objet de convoitise pour les gens qui vont savoir l'adresse. Donc, tu as perdu le sens. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Parce que tous les domaines, il y aura toujours le fond et la forme. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que jusqu'à quel âge est-ce que tu peux être esclave de la forme? Parce que je rappelle que la forme, elle est dans la superficie. C'est pour ça qu'ils veulent une grande maison. Une fois, j'étais chez quelqu'un, il avait 3500 mètres carrés habitables. Non, c'était pas le bon Dieu, c'était un autre. Ouais. C'est choquant. Le mec, il m'a dit, bon, vous voulez qu'on fasse dans quelle pièce le cours? Je dis, bah, si on y va en vélo, je veux bien aller de l'autre côté. D'accord. C'est une très très grande maison. Moi, je ne dirai pas où, parce que peut-être vous allez m'imaginer de qui il s'agit, mais... surtout qu'entre-temps, il est mort. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème de la superficie, c'est qu'elle est extérieure. Et comme elle est extérieure, elle est visible. Et comme elle est visible, elle donne une opportunité très grave de vivre dans le regard de l'autre. Alors que l'essentiel n'est pas visible. Donc, il te donne l'opportunité de vivre plus proche de l'intérieur. Et l'intérieur, c'est l'essentiel. Donc maintenant, tu as deux solutions. Soit tu vas rendre essentielle ta réalité, soit tu vas rendre réelle ton essentialité. Tu vas rendre essentielle ta réalité. Fais attention. Ça veut dire que la personne, encore une fois, comme on a dit de ne pas regarder la femme comme un objet, de ne pas être esclave du regard de l'autre, d'avoir assez de motivation pour ne pas être pris par une autre motivation, d'avoir une volonté assez forte pour ne pas être pris par sa tristesse, ou par sa peur, ou par sa dépression. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai un regard sur la névrose qui est différente. Et
Et souvent, j'ai dit, mais quand les gens me disent, oui, ouais, j'ai des peurs, j'ai des stress, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai des phobies, je vérifie 44 fois que la porte est fermée, dès qu'on dit le mot examen, j'ai envie d'aller faire caca, mon père, il me traumatise. Alors les gens croient que c'est un événement qui a provoqué. L'événement n'a pas provoqué, l'événement a révélé. Vous suivez ou non? C'est quand vous avez devant vous un mur en inox, comment savoir s'il s'agit d'un mur en acier suédois d'1 mètre d'épaisseur ou d'une feuille de papier alu tendue? Il suffit d'appuyer dessus. Oui. Donc des fois, tu crois que les gens ils sont très 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 solides, alors qu'en fait, ils sont très fragiles. Maintenant, l'événement, il n'a pas détruit la personne. L'événement, il a juste révélé que la personne était fragile. Pourquoi? Parce que c'est le terrain qui est important. C'est pas l'événement. Donc les gens prient pour qu'il arrive rien, Chazvé Shalom, Simsilenu, Hachem te protège. Mais en réalité, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le bon Dieu qui connaît le film. Il n'y a que lui qui sait qu'est-ce qui va t'arriver. Il n'y a que lui qui connaît le programme. Mais par contre, toi, tu peux fabriquer la personne qui va accueillir le programme qui, accessoirement, se trouve être toi. Vous me suivez? Comment on dit l'article toi? D'accord? C'est pareil les couples. Les couples, ils espèrent que tout ça se passera bien, que Dieu fasse, qu'ils ont des mezuzot, ils vont au mikvé, ils mangent. Je dis, mais travaillez les midot, travaillez la patience, travaillez l'écoute, travaillez le jugement positif, travaillez la dynamique volontaire positive de régulation de vos humeurs. Parce qu'il y en aura des tempêtes, il y en aura des crises, mais il faut que la digue ne soit pas en sable. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils attendent la tempête pour vérifier la solidité de la digue. Vous me suivez ou non? Ils attendent le dépôt de bilan pour regarder la compta. Ils attendent la dépression pour vérifier leur état de fragilité naturelle. Mais JH2, ça veut dire jeune Ahmar au carré. C'est une expression. Hein, ouais. Ça va? C'est... Il ne faut pas attendre les accidents pour vérifier la fragilité. Moi, je vous dis, ou des couples qui appellent, moi, je leur dis toujours la même chose. Je dis, écoute, ne me parle pas, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'il a fait, les anecdotes, les histoires, la sœur, la belle-mère, la truc, l'argent, les nerfs, le poids, tout ça, c'est des bêtises. Si le couple, il est solide, il va tout traverser. Et si le couple, il est fragile, même une khalada de contradiction, de contrariété, genre, t'as pas appelé ma mère pour dire Shabbat Shalom, mais ils vont aller au guet, hein. Au guet, ils vont aller, même pas le guet, un truc plus rapide, ça s'appelle le jet, d'accord? Ils se font jeter facilement, ça s'appelle easy jet, d'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il faut avoir, c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis maintenant 23 minutes, c'est qu'il faut avoir la volonté et le souci de fabriquer cette personne intérieure solide qui pourra traverser les différentes étapes. C'est comme le gars, il fabrique l'épée. Il peut la faire vite fait. Ouais, mais quand il va choisir un métal, il va choisir un métal pur, un métal qui n'a jamais été utilisé, un métal qu'il a chauffé à la bonne température, après qu'il a donné la forme, après qu'il a tapé de la bonne manière, après qu'il a aiguisé comme il faut, cette épée-là, elle te coupe un gars en deux. Vous savez, une fois, j'avais acheté un portail. Et puis au bout de quelques mois, ou d'un an, je ne sais plus, le portail il a commencé à s'affaisser. Alors j'ai appelé un copain à moi qui s'y connaît. Il m'a dit, il y a combien tu l'as payé? Je dis, 300 €. Genre les soldes de Castorama, d'accord? Alors il m'a dit, mais tu vois la ferraille là, qui tient le portail, c'est de l'acier indien. C'est quoi l'acier indien? C'est de l'acier qui est fondu et retravaillé. Donc les Indiens, ils récupèrent l'acier du monde entier, comme les bateaux, tout ça. Ils prennent cet acier, ils le font fondre, et puis ils refont du métal. Mais le métal, dans sa structure, il a déjà été cassé. Donc, il est fragile. De la même manière, alors que l'acier, disons, premier choix suédois, tu viens 100 ans, il tient un immeuble. C'est normal. Alors moi, ça m'a fait penser, j'ai dit, mais c'est exactement pareil. Des gens, tu les vois comme ça. Tu les vois. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et d'un seul coup, ils tombent. 6 mois au lit, ils pleurent toute la journée. Toi, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a vécu pour chuter comme ça? Mais non! Non, ça c'est un enseignement du Rav Mohammed. Vous n'avez pas connu. Le Rav Mohammed, parce qu'un jour on a fait des travaux à la maison. Moi j'apprends de tout, hein. Je ne suis pas du tout limité.
Donc, on devait agrandir la cuisine. Donc, il y avait un mur, il fallait qu'on le déplace d'1 mètre. Vous savez, les femmes, elles ont des idées bizarres. Il y a un mur, elle le veut à côté. Je dis, bon, c'est pas grave. Bon, c'est déjà mieux que moi qu'elle m'a mis de côté. Elle a mis le mur de côté. Bon. Et donc, on a amené Mohamed, le maçon, pour casser le mur. Et moi, je croyais qu'il allait faire un trou au milieu, il allait agrandir le trou. Non, il n'a pas fait comme ça. Il a tapé en haut à droite, en bas à droite, et tu vois rien. Il a tapé, bon, c'était des carreaux plâtre. Il a tapé en haut à gauche, en bas à gauche, et après, il a mis une derba au milieu, et le mur est tombé. Et moi, j'ai dit, Shkoyer, Rav Mohamed. Il m'a dit, quoi, tu veux devenir maçon? Je dis, non, non, mais j'ai compris. C'est que nous, on ne se rend pas compte qu'on cumule des coups qui vont briser notre structure intérieure. Et le coup qui nous fait craquer, on croit que c'est lui qui a provoqué. Mais non, c'est faux. C'est juste qu'on avait supporté avant, mais qu'il y avait eu des fêlures. Parce que là, il y a la perte de ta grand-mère auquel tu étais très attaché. Là, il y a le redoublement que tu n'avais pas subi. Là, il y a cette insatisfaction existentielle parce que ton père, il t'a castré mentalement. Là, il y a le fait que tu ne fais pas le métier que tu veux. Là, une déception sentimentale quand tu avais 20 ans. Là, mais tu ne te rends pas compte, mais tout ça, ça met des coups. Le coup final, ouais, il a fait que révéler que le mur était complètement fêlé. D'ailleurs, on le dit, oh, c'est fêlé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux démarches. Une démarche de fabriquer a priori un métal, un pilier extrêmement solide, et à part ça, d'entretenir son réservoir de joie pour être sûr de ne pas craquer. Alors on va commencer par la première étape. Il y a une notion en résistance des matériaux qui s'appelle la fabrication du pilier. C'est très intéressant. Non, pourquoi je vous donne beaucoup d'exemples? Parce que le Zohar, il dit Kol ha'olam hashanim. Le monde entier, ce ne sont que des exemples. C'est qu'en fait, le monde spirituel, il est tellement abstrait que le bon Dieu, il a créé le monde réel pour être le croquis du monde spirituel. Par exemple, quand je te donne une image, une idée, un concept qui est trop abstrait, je te fais un dessin. D'accord? Après, toi, quand tu regardes le dessin, tu comprends le concept. On dit en français, je ne vais pas te faire un dessin. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le dessin te renvoie au concept. Parce que le concept, il est trop abstrait. Eh bien, imagine que le croquis du monde spirituel, c'est le monde matériel. Vous me suivez ou non? Donc, les phénomènes qu'on appelle vulgairement des phénomènes physiques ne sont que l'illustration physique d'un phénomène spirituel. Alors, c'est dommage de s'arrêter au milieu, mais là aussi, ils sont arrêtés au milieu. C'est-à-dire qu'au lieu, les physiciens, au lieu de pousser le raisonnement jusqu'au bout, ils sont arrêtés à l'analyse de la nature. Mais la nature, c'est le relief de Dieu. Donc, en regardant la nature, tu comprends Dieu. Mais ils s'arrêtent au milieu. Une fois, je parlais avec un mathématicien. Je lui dis, moi, je n'ai pas fait d'études, grâce à Dieu. Parce qu'il faut apprendre le faux pour connaître le vrai, c'est compliqué. Il faut trier, tout ça. Puis comme ça fait 1000 ans qu'ils réfléchissent sur un sujet, et que c'est toujours le dernier qui a raison, parce que tous les autres ont tort, donc, et que le dernier, il est minoritaire, donc tu apprends une majorité de faux pour savoir le vrai. Donc, tu as plus de chances de penser faux, parce que tu as une majorité de choses fausses dans ta tête, que dans la Torah, que tout est vrai. CQFD, ce que fait Dieu. D'accord? Donc, le principe du pilier. Vous savez, vous allez dans un parking d'un immeuble qui fait 90 étages. Et le parking, il y a des piliers. Et ces piliers, vous savez, qui tiennent l'immeuble. C'est un phénomène. Moi, j'adore les interpellations comme ça. Ouais. Donc maintenant, comment on fait un pilier? On prend des planches, khalwa de khalwa, comme ça, inégales et tout ça, et on fait 4 panneaux. Les 4 panneaux, on les fixe ensemble. Dedans, dans ce cadre qu'on a fabriqué, on met des barres d'acier qui font 3 cm de truc et qui font toute la longueur du poteau. Ensuite, on coule du béton. Pas n'importe quel béton, du béton armé, c'est-à-dire qui contient des graviers. D'accord? Après, on fait vibrer le béton. Bah oui, parce que quand vous mettez n'importe quel solide dans l'air, il y a de l'air qui va rester emprisonné dans le solide. Du coup, quand ça va sécher, ça va faire des failles, des fentes. Donc quand on fait vibrer le béton, ça tasse le béton, du coup il n'y a plus d'air. Donc il va être compact. Ça va toujours. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On laisse sécher pendant 21 jours. Ingénieur béton qui m'a expliqué ça. Ouais. Et après 21 jours, on enlève le cadre et le poteau, il est fini. Ça va? Maintenant, c'est quoi le cadre? Le cadre, c'est ce qui va t'entourer, les gens avec qui tu vas le faire.
Par exemple, tu fais tchouva, il faut faire tchouva dans un cadre. Aujourd'hui, c'est très à la mode de faire tes tchouva avec un rave qui est mort. Comme ça, tu sais qu'il ne viendra pas pour t'engueuler. Mais tu dois avoir une communauté, tu dois avoir un cadre. C'est pareil. Il ne faut jamais enlever un enfant de l'école parce qu'il n'a plus de misguérette, il n'a plus de limite, il n'a plus de cadre. Parce que même la balle, quand tu la mets dans le fusil, si elle va à un endroit, c'est parce que sa trajectoire a été maîtrisée par la longueur du fusil. C'est pour ça que les snipers ont un canon très long. C'est pour ça que les gens qui font des études plus longues ont un pouvoir de décision structuré plus grand. Que les gens qui font des études plus courtes, ils ont ce qu'on appelle une trajectoire aléatoire. Puisqu'ils n'ont pas fabriqué, même formellement, la structure qui va permettre le cadre. Ça va? À part, sauf les autodidactes, mais on peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste que le cadre, c'est très très important. Maintenant, tu fais tchouva dans un cadre. Tu te maries, il y a un cadre. Tu fais des études dans un cadre. Il y a toujours un cadre. Maintenant, dans le cadre, il faut mettre les barres de fer. C'est quoi les barres de fer? Ce sont les résolutions que tu vas prendre dans le projet que tu veux faire, d'un bout à l'autre. Donc, dans ta tchouva, il y a des résolutions. Dans ton mariage, il y a des principes. Jamais de gros mots, jamais de violence, la gentillesse, la douceur, la connaissance. Tout ça, c'est les barres. Mais elles vont d'un bout à l'autre. Parce que si tes résolutions s'arrêtent en cours de pilier, le pilier va se casser pile là où les résolutions sont arrêtées. Après, tu mets du béton. C'est quoi le béton? La Torah. Mets de la Torah. Mais pas n'importe quelle Torah. La météorologie, Moshe Rabbeinu, la correspondance entre la Kabbalah et la tomate rouge. Non. Tu mets de la Torah béton. La Torah du Har Sinaï. Oui. Moi, quand j'ai fait Teshuvah à l'époque, on m'a proposé plein d'écoles de pensée, d'écoles de Hassidou, d'écoles de Baba. J'ai dit, mais écoutez, moi, la vérité, moi, j'avais pas besoin de la Torah. Au niveau équilibre, j'avais pas besoin. Au niveau de la philosophie, j'avais pas besoin. Moi, je dictais des dissertes de philo à 17 ans. Alors, vous savez, je n'étais pas spécialement débile. Je n'ai pas fait une Teshuvah de Georges Mangois, j'ai peur de mourir, où il est Dieu. Non, ça va, je suis très bien. Mais je voulais avoir le relationnel avec le divin, parce que j'ai compris que comme la mouche qui est enfermée dans le verre, le verre est transparent, et pourtant la mouche, elle ne trouve pas la solution pour sortir. Parce que comme elle veut s'élever, elle reste dans le cadre du verre. Elle ne pense pas qu'il faut descendre des fois, c'est-à-dire qu'il faut se rabaisser pour sortir. Donc elle continue à aller vers le haut en disant moi. Ouais. Or la Torah, elle te met en situation d'humilité. Pourquoi? Parce que plus tu l'étudies, plus tu vois sa grandeur. Plus tu vois sa grandeur, plus ça te replace à ta place. C'est pour ça que c'est marqué En Torah niknit et Abemi chez Memit Atzmo Alea. La Torah ne s'acquiert que c'est celui qui se tue pour elle. Maintenant, on ne parle pas de se flageller, de se couper des doigts, de se pendre à des crochets. Non, qui tue Atzmo, Atzmuto, son moi. C'est-à-dire, mets ton moi de côté un petit peu. C'est que les gens, ils passent leur vie à essayer de se rassurer sur le fait qu'ils sont des gens de valeur. Mais si tu es un diamant, tu n'as pas besoin de frimer. Et si tu es un rat, c'est pas parce que tu dis que tu as de la valeur que tu deviens un lion. Vous me suivez ou non? La méthode Coué, c'est bon pour passer à la radio. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça va? Ça veut dire que les résolutions, elles doivent être fortes. La Torah, elle doit être forte. Ouais. Quand j'ai dit armée, ça veut dire qu'il faut en manger des Ramban, des Ran, de la Gemara, du Tosfot, du Raphaïm, mais solide. Pourquoi? Parce que les gens disent oui, mais il y a d'autres choses dans la vie. Moi, la vérité, j'ai pas fait d'études, j'ai fait que la yeshiva. Je parle avec des psychologues, je parle avec des psychanalystes, je parle avec des chorégraphes, avec des responsables de force de vente, avec des gens qui développent le développement personnel, dans n'importe quel domaine. Il y a toujours une référence, tu vas trouver. C'est tout écrit dans la Torah. C'est vrai, il faut savoir la lire. Si juste une fois par semaine, on la sort et toi tu dis remettez-la, Vézot, ta Torah, ça c'est sûr que tu risques pas d'apprendre grand-chose. Mais si tu as le regard profond de la Torah, mais tout est dans la Torah. Ouais. À Fourba, des coups là-bas. Mais seulement, encore une fois, il faut aller approfondir les choses. Donc, il faut une Torah qui soit béton armé. Après, il faut faire vibrer le béton. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'avoir un beau cerveau. Ouais, il faut aussi de la vibration. Donc, il faut de l'amour d'Hachem, il faut de la chassidoute, il faut du ressenti, il faut que tu trembles devant en écoutant les chants de Shabbat, il faut que tu te sentes bien à Rosh Hashanah. Ça, il faut de la vibration. Et cette vibration, elle va enlever l'air. Ouais, ce qu'on appelle l'air de rien. Et après, il faut laisser sécher 21 jours. 21 jours, ça veut dire qu'il faut mûrir. La manière qu'il faut mûrir dans ta teshuva, il faut mûrir dans ton couple, il faut mûrir dans tes études.
Ouais, ok, t'es ingénieur. Mais quand tu arrives dans ta première place, le mec il dit écoutez-moi bien, hein, vous êtes ingénieur? Il dit oui, bah oubliez ce que vous avez appris parce que maintenant on rentre dans le monde du réel. Il a fait expertise comptable. Il dit non. Pour l'instant, on vous a appris à compter, maintenant on va vous apprendre à voler. D'accord? Donc c'est une autre approche. D'accord? Non, j'exagère, mais si peu. D'accord? Donc, bah oui, parce que le gars il dit je veux pas payer d'impôts. Tu dis mais il faut payer. Bah écoute, alors, pourquoi je te paye? Ah, t'as raison. D'accord? Donc ce que je paye chez toi, c'est ce que je paye pas là-bas. Donc c'est quoi l'idée? Bah, tout l'intérêt de connaître la loi, c'est pouvoir y échapper. Donc, non, j'exagère, c'est la plus grande boulangerie d'Israël, la Mafia, qui fait que du pain italien d'ailleurs. D'ailleurs, ça s'appelle la Mafia sicilienne, c'est connu. D'accord. Maintenant, si on est dans cette logique-là, Mafia en hébreu, c'est une boulangerie. Non, je traduis. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que maintenant vous avez compris que ce process que je vous ai donné, d'accord, le cadre, les résolutions, le béton, la vibration, le séchage, en fait, c'est le cycle normal de fabrication de n'importe quel système. Tu éduques un enfant, il lui faut un cadre, il faut une perpétuité de comportement chez les parents qui s'appelle la résolution, parce qu'on est repère. Maintenant, si toi tu cries, tu nerfs, tu t'installes, tu mens, tu embrouilles, tu trompes ta femme, au-delà du fait que tu fais des avérotes, l'enfant, c'est ça le repère. Vous savez qu'il n'y a pas plus traumatisant, c'est le Rav Cousteau qui l'a dit. Hein. Vous avez entendu parler de lui. C'est quelqu'un qui a été très très profond. Hein, vraiment. Il a dit, le Rav Cousteau, il a dit, il n'y a pas plus démoralisant pour un noyé que de voir les maîtres nageurs se noyer. Donc quand l'enfant, il voit que ses parents se conduisent comme des gamins, ça ne peut pas l'encourager à devenir adulte. C'est pour ça que la génération d'aujourd'hui, elle est tellement chalala. Bah oui, parce que leurs parents sont soit laxistes, soit gamins. Après tu dis, ouais, c'est à cause du shit. Je me permets de douter. Hein. Parce que les gens, tu leur demandes, vous fumez du shit, oui ou non? Et puis ils se mettent à bégayer, beuh. Il n'y a pas de beuh. Bon. Donc vous avez compris qu'en fait, l'enfant, c'est une obligation pour le parent de devenir adulte. Comme le pompier, il ne peut pas avoir peur du feu. Comme le chirurgien, il ne peut pas avoir peur du sang. Ça va? Donc tous les gens qui se sont cachés de leur obligation de devenir adulte, soit dans le déni de réalité, soit en accusant l'autre, maintenant, devant l'enfant, ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Maintenant, il y a encore des petits malins qui arrivent à dire « Non, mais moi je travaille, toi tu t'occupes de l'éducation. » Oh, chérie, mais si j'avais pas besoin de toi pour le faire, j'aurais été dans une banque et j'aurais pris... Donc, si tu l'as conçu, il faut que tu participes à son éducation. Donc, l'enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et comme on dit dans le bricolage, les deux font la paire. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a besoin d'un père et d'une mère. D'accord? Mais attention, d'un père qui soit un père et une mère qui soit une mère. Aujourd'hui, vraiment, les deux font la paire. C'est un vrai problème. Les deux font le père. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, tu vois, ça, c'est la structure dont l'enfant a besoin. Ta société, c'est pareil. Il faut une compta, il faut des chiffres, il faut des factures, il faut des déclarations. Ça, c'est le côté structure. Tu dis, non, écoute, j'ai mis la grand-mère Doujda, je l'ai mis gérante, mais elle est morte en 42. Les factures, je les fais au nom du cousin. De toute façon, je paye la moitié en liquide. J'habite dans le local, du coup, je déclare le loyer. Mais comment elle s'appelle la société? Tralouen. Ah oui, il y a une certaine cohérence. Non, il faut que tu aies une structure. Tu dis, non, mais nous, on a l'habitude, tu sais, ça rentre par là, ça sort par là, ça rentre par là, l'argent de la mise 20, j'achète le stock, je rembourse le Turc qui m'a prêté à 83%, du coup, je suis obligé de lui donner 4 doigts parce qu'il faut le payer en petite coupure. D'accord? Non, tu fais les choses propres. Un cadre, c'est normal. Tu fais des études, fais des études. Non, mais j'ai besoin d'argent. La nuit, je vends des bonbons. Mais non, maintenant, tu fais des études. Je suis à la yeshiva, mais je fais des petits trucs, j'embrouille, je suis chauffeur de taxi. Mais tu dois être structuré. Il faut un cadre, il faut des résolutions, il faut du béton, il faut de la vibration, il faut du séchage, c'est-à-dire de la maturation. Ça, je ne comprends même pas les gens qui, au bout d'un mois de mariage, ils viennent et disent, écoutez, ça va pas, on n'est pas compatible, on s'engueule toute la journée. Je dis, mais tu as déjà vu quelqu'un qui ramène la voiture pendant le rodage? C'est minimum 1 an. Minimum 1 an. Vous savez que la finalité du couple, c'est la solidarité.
D'accord? Solidarité, c'est d'être ensemble. La solidarité, donc, c'est d'être ensemble. Maintenant, la solidarité, elle vient de la reconnaissance. La reconnaissance, elle vient de la bonté. La bonté, elle vient de la connaissance de l'autre. La connaissance de l'autre, elle vient de la communication. La communication, elle vient de la confiance. En résumé, hein, vraiment, j'ai résumé. Maintenant, rien que la confiance, c'est quoi la confiance? Les gens, ils parlent de la confiance, t'as pas confiance. La confiance, c'est pas où est-ce que tu as dormi hier soir, quand tu réponds pas et que tu es en stage, est-ce que tu es avec quelqu'un? Non, on parle pas des animaux. La confiance, écoutez, c'est très violent. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? La violence, c'est que quand l'autre te fait une remarque, tu ne le prends pas comme un reproche. Tu dis, alors on n'est pas arrivé. Ah, depuis quand il vit avec nous celui-là? D'accord? Mais, déjà, première remarque, quand je parle, arrêtez de penser à l'autre. Vous me fatiguez. Non, vous me fatiguez. Le coiffeur ne peut pas shampouiner la tête de celui qui est absent. Donc vous pensez à vous. L'autre aussi, il entend. Parce que par le malheur de sa vie, il est là. D'accord? Donc lui, il entend, vous entendez. Donc arrêtez que quand je parle de vous, vous dites, oh là là, mais comment il le connaît, comment il la connaît? Chacun y pense à lui. Voilà. Parce que c'est une thérapie de groupe, mais à effet individuel. Mais non décalé. Comme des fois, tu reçois des gens, puis un mec, il dit, ah, vous pouvez répéter? Je sais pourquoi tu crois qu'elle n'a pas entendu. Genre, repasse une couche. Mais c'est celui qui a besoin qu'on répète qui n'a pas compris, c'est pas celui qui n'a pas entendu. Restez calme. Donc, de quoi je parlais? Voilà. Donc ça s'appelle la fabrication du pilier. D'accord? Maintenant, quand toi, tu travailles pour ta construction personnelle, tu fabriques ton pilier. Quand toi, tu fabriques ta teshuva, tu fabriques ton pilier. Quand toi, tu crées ton entreprise, tu fabriques ton pilier. Quand toi, tu construis ton couple, tu fabriques le pilier de ton couple. Quand tu éduques l'enfant, tu fabriques le pilier. Quand tu crées ton entreprise, tu fabriques le pilier. Donc le process, il est le même, même si l'application est différente. Vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant, je ne vais pas vous mentir qu'il y a beaucoup de gens, ils ont fait le pilier, mais sans le cadre. Ils l'ont fait, mais sans les résolutions. Parce qu'ils avaient un côté comme ça, aléatoire. Ils changent d'avis, ils ne sont pas sûrs d'eux, puis ils ont des petits accidents. Ouais. Il y en a qui l'ont fait, mais sans le béton. C'est-à-dire, ils n'ont pas mis la Torah, ils ont mis de la pensée, ils ont mis des idées, ils ont mis beaucoup de télévision, ils ont mis des films, ils ont mis des chansons d'amour. Ils ont cru que ça les a construits parce que ça leur a donné un passé, ça leur a donné... Du coup, ils parlent que du passé. C'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle radio-nostalgie, d'accord? Ça s'intéresse pas au présent, ça s'intéresse qu'au passé. Mais tout ça, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas voulu... Et d'ailleurs, quand on essaye d'aider les gens, on est obligé de parler du passé. Maintenant, le recul que la personne a sur son passé, ça te donne la connaissance qu'elle a d'elle-même. Par exemple, elle a subi quelque chose quand elle a 10 ans. Si elle n'arrive pas à en parler du tout, c'est-à-dire que c'est comme si elle a vécu le jour même. Si ça sort par les yeux, écoutez, je ne peux pas parler, mais écoutez, je peux faire de... Là, vous m'amenez de... Voilà. Donc là, ça veut dire, parce que Bechia Zebitou la Nefesh, il dit le Maharal de Prague. Donc là, ça veut dire que tu as bouleversé, ça sort par les yeux, parce que ce qui ne sort pas par la bouche, ça sort par les yeux. Si la personne arrive à en parler et dit, bon, effectivement, mon oncle m'a touché quand j'avais 8 ans et ça a duré 3 ans et ma mère ne me croyait pas. C'est déjà pas mal. Si elle arrive à analyser ce qui s'est passé, ça veut dire que plus ça devient de la culture, moins elle est touchée émotionnellement. Ça va? Maintenant, ça c'est dans n'importe quel domaine que je suis capable. Maintenant, moi j'ai pris un truc très très violent. Comme ça, vous comprenez tout de suite, parce que si j'avais dit ça dans la maturité mathématique ou dans la maturité professionnelle, vous auriez eu du bon, il y a des nuances et tout ça. Alors que là, c'est clair, tout le monde a compris que la capacité de parler ouvertement d'un problème qu'on a subi très très jeune et très très puissant, ça veut dire qu'on a atteint un niveau de maturité par rapport à ce problème qui témoigne de notre niveau de maturité. Ouais, ça s'appelle en français le recul. Bah, de la même manière, on peut avoir un recul par rapport à son couple. Les deux, on se regarde et on dit, écoute mon amour. On est là les deux. Ta mère, ta soeur, ta race, ta mère, vous les Tunisiens, vous les Marocains, bon, toutes les bêtises. On peut à un moment ou à un autre se désincarner les deux, sortir les deux de nos corps, enfin sortir les deux de nos égos et se rapprocher et regarder ensemble les deux brels qui sont en train de s'engueuler. Et dire, oh, franchement, après 20 ans de mariage, tu trouves ça normal? Alors tu dis, ouais, t'as raison, c'est immature. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à prendre le recul. Et bien, de la même manière pour soi-même. Parce que j'ai le moi qui est en contact réel avec la réalité.
ce qu'on appelle Teva Pashut, d'accord? Genre, tu me dis un mot gentil, je suis d'accord. Tu me dis un gros mot, ça m'énerve. Il pleut, je fais la gueule. Il fait beau, je suis content. Donc ça, c'est le Teva Pashut. C'est celui qui est en réaction, d'accord? Or, je rappelle que réaction vient d'action et que l'action génère la réaction. Maintenant, si moi, je suis propriétaire de la réaction, ça veut dire que quelqu'un est propriétaire de l'action. Parce qu'en français, tu dis « je ne fais que réagir ». Maintenant, si je ne fais que réagir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, en dehors de moi, qui est à l'origine de mon action à moi, qui n'est qu'une réaction. Mais normalement, je devrais réagir à mes propres choix, et non pas aux humeurs générées par l'action de l'autre. Maintenant, jusqu'à quel âge on peut être en réaction? On me dit oui ou non? Ah, le patron me parle mal, j'ai plus confiance en moi. Ma femme, elle me fait truc, j'ai envie de mourir. Mon mari me dit que c'est pas bon, j'ai envie de me pendre. Mais non, qui s'étouffe? Toi, t'as fait à manger. C'est bon, tout le monde dit que c'est bon. Lui, il peut pas dire que c'est bon. Parce qu'il y a des gens, ça les tue de dire merci plutôt que crever. D'accord? Et s'il y en a une qui va crever, c'est l'autre. D'accord? Mais dans tout, c'est pareil. Le mari, il fait beaucoup d'efforts. Il part de 7h du matin jusqu'à 8h du soir. Pourquoi faire? Pour te gâter. Grâce à quoi tu as la carte noire? Comment tu roules dans un leasing de Mercedes? Ouais. Comment tu pars 3 fois en vacances? Comment tu vas au ski avec tes copines? Comment tu vas à Las Vegas te faire un kiff et à Los Angeles avec 10 000 euros d'argent de poche? Parce que monsieur, il est à la mine tous les jours. Et toi, tu dis, ben, c'est normal, c'est normal. Ouais, mon père, il a fait pareil. Ok, mais il s'est suicidé, c'est vrai. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, des fois, elle a du mal à dire merci. Pourquoi? Parce que l'action la plus éprouvante dans la vie, c'est la remise en cause. Maintenant, dire merci, c'est remettre en cause son orgueil. Donner, c'est remettre en cause son égoïsme. Faire une mitzvah, c'est remettre en cause son yetzer hara de ne pas la faire. Ouais. Ne pas faire une avera, c'est remettre en cause son yetzer hara de la faire. Ça veut dire que si quelqu'un est dans ce qu'on appelle un teva pashut, c'est-à-dire qu'il est que dans la réaction, il n'a pas développé l'autre moi, le moi qui s'occupe. Par exemple, vous existez ou non? Oui, non? Oui. Vous êtes sûr? Voilà. Mais comment vous le savez que vous existez? Vous dites, parce que j'ai conscience d'exister. Maintenant, la personne en vous qui a conscience d'exister, c'est pas celle qui existe. Par exemple, je sais que c'est un peu violent, mais la vache, elle est en train de brouter. C'est que la vache ne sait pas qu'elle est en train de brouter. Elle broute. Parce qu'elle n'a pas une conscience qui dit, mais dis-moi, tu broutes? C'est pour ça d'ailleurs que les jeunes aussi, quand ils n'ont pas de conscience, au lieu de brouter, ils fument. Mais toujours, c'est de l'herbe toujours. C'est de l'herbe, mais au lieu de la brouter, ils la fument. Ouais. C'est pas grave. Parce que quelque part, on doit se fixer une ligne. Le problème, c'est est-ce qu'on doit l'aspirer sous prétexte qu'elle est blanche? Ça, c'est un vrai problème. D'accord. Mais, non, parce que tout le monde a besoin d'un héros, mais est-ce qu'on a besoin d'une héroïne? Ça, c'est... Voilà. Donc, si c'est ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus de quoi je parlais. De quoi je parlais? Et avant ça? Ah oui, c'est qu'en fait, il y a mon moi qui est en réaction avec la réalité. Par exemple, là, vous me voyez, vous savez très bien que c'est pas moi qui parle, là, vous le savez. C'est pas mon corps qui parle, c'est ma personne. Mais ma personne, elle est dedans. Maintenant, c'est pour ça que la Gemara dit Mishen Bodaat, celui qui n'a pas de da'at, même un cadavre, il est mieux que lui. Et c'est normal. Parce qu'un homme, quand tu enlèves la conscience, il reste un cadavre. C'est que de la viande. Maintenant, le problème, c'est que ce qu'on appelle le pouvoir décisionnaire, la conscience d'être, la volonté d'être, le respect de soi, la maîtrise de soi, la conscience de soi, le respect de soi, la cravate en soi, la peinture sur soi, il faut parler du soi, il faut être conscient du soi. Mais les gens, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont tellement pris dans leur quotidien, à être dans le vécu extérieur, qu'ils n'ont jamais le temps c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un arrêt cardiaque, d'un dépôt de bilan, de la perte d'un parent, pour d'un seul coup se dire, mais attends, il faut réfléchir dans la vie, il faut arrêter d'être escroqué, et puis alors quelques jours en prison, ça permet de se reconcentrer. Mais tu pouvais le faire avant. Pourquoi? Parce que ça s'appelle en français la conscience d'être. Donc vous avez compris, il y a 2 moi. Il y a un moi qui vit en contact avec le réel, ce qu'on appelle le gamin, et il y a un moi qui gère le gamin, qui s'appelle l'adulte. Maintenant, on est toujours bi. Par exemple, il y a celui qui veut s'en sortir, en toi, et celui qui ne veut pas s'en sortir. Il y a celui qui veut faire la gueule, et celui qui veut de la joie. Il y a celui qui veut gagner de l'argent, et celui qui veut rester au lit.
on est toujours double. C'est pour ça que la Torah elle commence par un bête, pas pour dire à qui elle s'adresse. Parce que bête, c'est le 2, et 2, c'est la dualité. Et la dualité, c'est quoi? C'est la contradiction, et la contradiction, c'est le mouvement. Puisque le mouvement est généré par la contradiction de deux forces opposées. Voilà. D'accord? Donc la différence de l'homme et de la femme crée le mouvement, qu'on appelle le couple. Mais si les deux sont du même sexe, ça arrête le mouvement. D'ailleurs, tu vois que les enfants qui naissent, ils viennent pas de là. Donc c'est quoi l'idée? C'est que dans n'importe quel domaine, la contradiction est nécessaire quand elle est assumée. C'est comme dans une voiture, il y a la direction et les amortisseurs. Si tu n'as pas la direction, tu sors de la route. Si tu n'as pas les amortisseurs, tu sors de la route. Il faut les deux en même temps. Ouais, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il faut une structure mentale extrêmement puissante, mais il faut un émotionnel qui va réguler les écarts de ton intellect. Parce que si tu es à fond dans l'intellect, eh ben, tu deviens nazi. Si tu es à fond dans l'émotionnel, ben, tu deviens utilisateur d'une lessive qui n'est pas acceptée. Homo, d'accord? Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les deux. Donc, le contraste, en fait, il est générateur d'équilibre. Et pour rester dans le même ordre d'idée, c'est comme dans le vélo, il y a la pédale de gauche et la pédale de droite. Tu vois? Et c'est aux élections que là, tout va se révéler. C'est pas grave. D'accord. Donc cette logique-là, restez calme. Ouh là là. C'est pour ça qu'il y en a qui sont ni droite ni gauche. Ça s'appelle le macronisme. D'accord? Mais, ou l'entre-deux. Bon, alors, donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que si je suis, moi, responsable de l'éducation de mon enfant, je suis responsable du sourire de mon conjoint, je suis responsable du paiement de mon loyer, du paiement des salaires de mes employés. Donc, à plus forte raison, Kalvahama, que je vais être responsable de moi-même. Maintenant, il y a des gens, malheureusement, soit par une tendance à l'abnégation proche de l'autodestruction, parce que moi je suis rien, moi je vaux rien, moi je ne sers à rien, c'est pas moi qui compte, c'est mes enfants qui comptent, c'est ma famille qui compte, du coup il n'y a pas de moi. Soit parce qu'ils n'ont même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un dedans, parce qu'ils étaient tellement occupés à être dans la réaction qu'ils ne se sont jamais posé la question, mais qui c'est qui va agir si toi tu ne fais que réagir? C'est pour ça que c'est marqué dans Pirkei Avot, Im en ani li, mili. Je traduis, si Émilie n'est pas pour moi, pour qui est Émilie? Vous ne réagissez pas. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Ah bah oui, là vraiment, on sent que vous avez fait une croix dessus. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est que im en ani li mini, si moi je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? D'accord? Maintenant, la formulation est mauvaise. Parce que normalement, ce qu'on aurait dû dire, si im en ani ani mi ani. Si moi je ne suis pas moi, qui est moi? Parce que la seule chose que personne ne peut faire à ta place, c'est toi. Vous me suivez ou non? Bien qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle, ils font du transfert existentialiste, c'est-à-dire qu'ils obligent l'autre à être eux. Et qui reprochent à l'autre de ne pas être eux. C'est puissant comme transfert. Parce qu'il y a le transfert de culpabilité, il y a le transfert de responsabilité, et il y a le transfert d'existentialité. Bon, mais on ne va pas rentrer dans les névroses. Alors, donc maintenant, vous avez compris maintenant, on aurait dû dire, si je ne suis pas moi, qui est moi? Mais il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit, si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Im en ani li mi li. Alors, le ani, on a tous compris qui c'est le moi. Mais le li, c'est qui? C'est qui? Bruce? Non. Non, il y en avait qu'un, ils ont cassé le moule. D'accord? Donc, li, c'est le moi, attention, en moi, qui va donner à mon moi le pouvoir d'être moi. C'est rien, c'est compliqué, mais l'idée elle est simple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la conscience de la conscience. Il faut que j'ai une conscience de la conscience. D'accord? C'est-à-dire que quand l'autre va me remettre en cause, ou quand l'autre va me détruire, ou quand l'autre va me faire un compliment, ou quand l'autre va me faire un chantage émotionnel, si j'ai pas un moi en moi qui me dit t'as pas besoin de ça, hein, t'es bien, tu vas bien, t'as mangé, t'as dormi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu penses, et ben moi je vais automatiquement tomber dans le jeu de l'autre, puisque mon moi à moi il n'est pas en maîtrise.
Voilà, c'est pour ça qu'on parle du respect de soi, de la connaissance de soi, de la maîtrise de soi. Les Khamim ils appellent Shlita Taratson, ouais. Jvira Taratson, c'est que des langages. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que comme les 3/4 des gens n'ont pas découvert et n'ont pas optimisé et n'ont pas développé leur moi, donc ils vont être, par le jeu des pressions, ils vont être automatiquement victimes d'un autre moi. Alors là, c'est le mentor, là, c'est le patron, là, c'est le conjoint ou la conjointe, là, c'est les enfants, là, c'est la peur, là, c'est l'avenir, là, c'est l'inconnu, là, c'est la souffrance, là, c'est... Chacun, il va trouver une raison de ne pas être lui parce qu'il est déjà trop occupé à être personne. C'est pour ça que des fois, quand les gens ils viennent, écoutez, j'en peux plus, je suis arrivé à des extrêmes et tout ça, et j'ai plus d'espoir, je vois pas le bout du tunnel, je m'en sors pas. Alors je dis, écoutez, madame, si je me lève et j'essaie de vous étrangler, est-ce que vous allez vous laisser faire? Alors déjà, il te regarde bizarre, déjà. Elle me dit, non, je dis, écoutez, je suis Rav, je suis une autorité, je suis connu, je me lève, j'essaie de vous étrangler, quelque part, il faut que vous mouriez, parce que c'est Mina Shamaïm. Alors elle me dit, non, je vais pas me laisser étrangler. En plus, vous n'avez pas le droit de toucher les femmes, j'adore la réaction en IA, tu vois. Comme si le meurtrier, maintenant, il réfléchit au fait qu'il ne doit pas toucher une femme. Je dis, mais si je me lève et je vous étrangle comme ça, et vous sentez l'air qui est en train de vous quitter, et votre Neshama qui va partir, qu'est-ce que vous allez faire? Elle me dit, bah, je vais vous mordre, je vais vous griffer, je vais me battre, je vais me défendre. Je dis, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte d'un truc incroyable, c'est que moi, je suis resté assis sur ma chaise, et les deux mains qui vous étranglent, c'est les vôtres. Ah ben oui, il faut grandir les enfants. Je vous donne un secret. Le bourreau ne peut faire souffrir la victime que si il y a dans la victime un bourreau personnel qui va être le relais du bourreau extérieur. Donc avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà victime du bourreau qui est en toi. Donc si tu n'es pas en maîtrise du bourreau qui est en toi, qui s'appelle le complexe, le malaise, le manque de confiance en soi, le manque d'amour, le manque d'équilibre, le manque de sainteté, le manque de émouna, le manque de bitachon. Donc tu es déjà esclave de ton bourreau personnel. Qu'est-ce que tu es en train de te plaindre à chercher des bourreaux extérieurs? Mais si toi, tu as développé ce Ani à l'intérieur, qui est fort, qui est clair, qui est bien, qui est heureux, qui est en équilibre, qui est bien avec Hachem, qui est bien avec la vie, qui est bien avec la réalité, qui est bien avec les circonstances, bonnes ou mauvaises, eh ben, ça va aller. Parce que quand elle va venir la proposition de l'angoisse, toi, tu seras bien. Quand ton bateau il va aborder le port de l'angoisse, très très connu, toi, tu vas dire, mais non, tout va bien. Vous savez qu'on peut même danser sous la pluie. Vous le savez ça. Il y a des gens qui sont mariés au ghetto de Varsovie la veille de la rafle. Ils ont fait Hanouka à Auschwitz. Alors comment toi, tu n'arrives pas à faire Hanouka à Neuilly? Parce que tu dis, ouais, je n'ai pas le moral, c'est compliqué. C'est toi qui as fait ta prison, c'est toi qui t'es détruit, c'est toi qui t'es enfermé dans ta douleur, c'est toi qui t'es complexé de la méchanceté de l'autre et du non-amour de tes parents ou du fait que ton père ne t'a pas allaité. Non. Aucune réaction, ils sont fatigués. Tout ça, c'est dans ta tête. C'est pour ça que la maladie la plus répandue dans le monde et qui est à l'origine de toutes les autres, ce qu'on appelle en anglais le PDT, qui est la pomme de terre, PDT, ou perte de temps, ou prise de tête. Amziana. Maintenant, c'est souvent la prise de tête qui fait que tu es en perte de temps, parce que tout le temps que tu passes à prendre la tête, et ce qui te rend la tête comme une patate. Donc c'est la pomme de terre. Vous me suivez ou non? Maintenant, si toi, tu as la tête prise, on dit prise de tête, ouais. Maintenant, le jour où tu comprendras encore une fois que c'est pas l'autre qui te prend la tête, c'est pas l'événement qui te prend la tête, c'est pas la banque qui te prend la tête, c'est pas les enfants qui te prennent la tête, c'est que tu n'as pas construit cette personne qui va accepter, gérer et optimiser ce qui était devenir une prise de tête, devait devenir une prise en main, devait devenir une prise de devenir, devait devenir une maturité. C'est que le mec qui t'énerve, toi, tu crois qu'il t'énerve, mais en vérité, il te donne l'opportunité de devenir patient. Les études, ça te stresse, mais ça te donne l'opportunité de devenir, comment ça s'appelle, érudit. Ouais. Donc le mec qui te demande, il te donne l'opportunité de devenir généreux. Donc en fin de compte, les besoins de l'autre
ils sont des dévoilements de tes capacités à toi. Mais quand toi, tu n'es pas en action de devenir, donc l'autre qui t'encourage et qui te propose d'exister, il te saoule. Parce que tu n'as pas envie de devenir. Vous me suivez ou non? Donc, donc le mal vécu des propositions extérieures d'évolution génère le stress. Parce que c'est quoi le stress? Les gens le stress, oui, c'est très à la mode, je suis très stressé, j'ai beaucoup de stress, j'ai un Exomil, un demi-Xanax, un peu de Tranxel, une petite barrette, bon. Mais JG, c'est-à-dire jeune jbeb, je donne la définition du stress, d'accord? Personnel, encore une fois, moi j'ai pas étudié la psychologie, mais j'ai soigné des psychiatres, mais j'ai pas étudié la psychologie. C'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise généré par la conscience de la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Voilà. Donc si tu as 30 ans et que tu te rends compte que tu réagis comme un gamin de 20 ans, la distance entre 20 et 30 crée le stress. Vous suivez ou non? Si toi tu as un mental de vendeur et tu dis ouais, pourquoi je vais prendre 3000? Je vais devenir patron, je vais prendre 30 000. Mais attention, tu as un mental de vendeur et tu prends maintenant la responsabilité du patron. Et il faut décider. Qu'est-ce qu'on fait avec les 5 millions d'euros que tu as réussi à avoir de la banque? Est-ce que tu développes la pub? Est-ce que tu prends du personnel? Est-ce que tu achètes le produit? Est-ce que tu signes le contrat? Est-ce que tu prends le local? Et là, tu te dis, pourquoi j'ai envie de faire caca? Mais parce que le relâchement des sphincters, c'est la perte de maîtrise. C'est pour ça que les gens qui meurent d'une mort violente, tout le monde, ça vous ne le voyez pas dans les séries télévisées, mais ça sent mauvais sur les scènes de crime. Tu sais que les Allemands, ils marchaient mal. Sur le chemin qui allait à la chambre à gaz, ils avaient mis des rigoles parce que les gens, ils faisaient sur eux. Maintenant, c'est quoi faire? C'est quoi quand tu perds le contrôle? Parce que c'est là et c'est là, c'est en même temps. C'est pour ça qu'avant l'examen, tu as envie d'aller aux toilettes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un effet laxatif sur toi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Quand je pense que tous les produits que j'ai pris pour éviter la constipation, alors que si je l'avais rencontré avant, j'aurais réglé le problème. Rien que son numéro, il apparaît, tu vois son nom sur le téléphone, tu dis, il faut que j'aille aux toilettes. Mais c'est cette capacité à faire qui est incroyable. Moi, je sais que vous vous sentez de quoi je parle. Mais c'est pas une raison de marcher dedans. Donc c'est ça l'idée. C'est de dire qu'il y aura des événements. Il y aura des événements, il y aura des contradictions, il y aura du chaud, il y aura du froid, il y aura du beau, il y aura du moche, il y aura du magnifique, il y aura des horreurs. Il y aura le cancer, il y aura la naissance, il y aura l'enterrement, il y aura le mariage. Mais c'est pas pour rien qu'en philosophie on dit que l'intelligence c'est la capacité d'adaptation. Or le contraire de l'intelligence, tout le monde le sait, c'est la bonnerie avec une lettre d'écart. Or si l'intelligence c'est l'adaptation, donc la bonnerie c'est l'incapacité à s'adapter. Le problème, c'est que plus tu es inadapté, plus tu es séparé du problème, et plus tu es séparé du problème, plus il y a une distance entre toi et ce que tu devrais être, et donc ton manque de maturité génère chez toi le stress qui ensuite dérive en tristesse. Voilà. Donc vous avez compris que la joie, c'est la satisfaction d'être, donc la tristesse, c'est le mal-être développé par le fait que tu n'arrives pas à te réaliser. Maintenant, tu peux avoir des bonnes raisons. C'est pas évident, vous le connaissez pas, c'est difficile, j'ai choisi un métier que j'aime pas, j'habite loin de trucs, moi je voulais faire la LIA, lui il a pas voulu. Il y a 1 million de raisons. Mais je te dis que les mecs au ghetto de Varsovie, ils sont mariés au ghetto de Varsovie. Et toi tu fais la gueule. Parce que tu es à 14 minutes de Auchan. Tu as fait 50 dépressions parce que tu as raté ton permis. Tu t'es pas marié parce que tu as une déception sentimentale à 16 ans. Mais tu n'étais même pas né, tu étais au Calimero, comme ça. Tu sortais à peine de la coquille, tu as mis une tape, tu es retourné dans la coquille, tu es resté dedans, avec ton doudou. Non, je veux pas, j'arrive pas, j'ai trop mal, j'ai encore mal, jusqu'à maintenant j'ai mal. Mais tu sais que dans le confort, il y a fort. Donc quand tu cherches le confort, tu n'es jamais très très loin de rencontrer le confort. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de confort, allez, challenge, défi, évolution, grandir, adaptation, remise en cause, intelligence. Vas-y, bouge. C'est pour ça que les gens
qui évoluent ne souffrent pas. C'est pour ça que les tzadikim, ils sont toujours heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la solution, c'est le problème. Nous, on croit que le problème, c'est le problème, et la solution, c'est la solution. C'est faux. La solution, c'est le problème. Maintenant, les gens qui évitent les problèmes et qui veulent vite une solution, en fait, n'atteignent jamais la solution. Donc, ils n'ont que des problèmes. Surtout quand ils croient que le problème, c'est l'autre, ou qu'ils pensent que la solution, c'est l'autre. Du coup, ils se demandent pourquoi ils sont sur la photo. Alors, je rappelle, si vous parlez français, après, je ne sais pas dans quelle mesure... En français, c'est-à-dire que j'avais 14 ans, j'ai posé cette question. J'ai dit, mais pourquoi, quand il y a un problème, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème? Alors, les gens ils disent, bah, évidemment, parce que, en général, le problème disparaît quand la solution apparaît. Il y a un problème, puis il y a une solution. Quand il y a la solution qui arrive, le problème disparaît. Ça va jusque-là? C'est un petit peu comme l'obscurité, elle disparaît quand tu allumes la lumière. Oui, non, oui, non, oui, non. C'est pas évident, hein, je vais peut-être baisser le niveau du cours. Donc, non, ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire qu'en fait, c'est faux de dire que le problème disparaît quand la solution apparaît. C'est faux. La preuve, c'est que moi, je connais des gens qui ont des problèmes, je leur donne des solutions, ils gardent les problèmes et les solutions. C'est que les 3/4 des gens qui conseillent à d'autres ce qu'il faut faire ne le font pas eux-mêmes, donc ils connaissent les solutions. Alors, comment on peut garder le problème et la solution? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que le mot solution en français a deux sens. Il veut dire solution, résolution. En espagnol, resolution. C'est la résolution du problème, d'accord? Donc c'est résoudre le problème. Mais solution, ça veut dire aussi mélange. Solutionner. Par exemple, une solution aqueuse, c'est quoi une solution aqueuse? David? Non? Aqueuse. Non, c'est les gens qui t'accueillent. C'est facile d'accuser. Leur solution, c'est d'accuser. Ils ont tort, mais ils t'accusent. C'est la solution aqueuse. Non, la solution aqueuse, comme a dit Rabbeinu, c'est une solution à base d'eau. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le mot solution veut dire mélange. D'accord? Alors, encore une fois, ça fait 1h07, donc déjà je suis en 7 minutes de surplus par rapport à l'espace temporel garanti par Rabbeinu. Écoutez bien, j'ai un problème en face de moi, il est là. Nous, on appelle ça un nisayon, une opportunité de grandir. Les autres, ils appellent ça une angoisse, un stress, un mal-être. Ok. Mais le problème, il est là. J'ai deux solutions. Soit, attention, je vais chercher une solution au problème, mais moi, je ne vais pas changer. Soit, je vais me solutionner avec le problème. En français, on appelle ça accepter, adhérer, intégrer, changer. Maintenant, le problème, il est là pour me faire grandir. Vous me suivez ou non? Comment tu passes en classe de terminale? En faisant la classe de première. Maintenant, si tu restes assis en classe de première, mais que tu ne travailles pas, tu passes pas en terminale. Pourtant, tu étais là, tu dis, écoutez, j'étais là toute l'année, je comprends pas. Ouais, c'est pareil. Les gens, ils sont mariés pendant 17 ans, mais ils font aucun effort l'un vers l'autre. Après, ils disent, ouais, mais comment ça se fait qu'on n'a rien en commun? Parce qu'on a en commun que ce qu'on a mis en commun. Donc déjà, on n'arrive même pas à communiquer. Comment tu veux qu'on ait quelque chose en commun? Et commun, c'est comme 1, c'est comme 2, c'est comme 3, c'est comme 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit être en communion avec la réalité. En français, on appelle ça se solutionner avec le problème. Donc numéro 1, je l'accepte, je ne dis pas c'est le problème de l'autre. Numéro 2, je l'intègre. Numéro 2, je suis prêt à changer pour. Maintenant, quand vous solutionnez le sucre dans le café devient sucré. Mais c'est vrai que c'est impossible de retrouver le sucre. Mais vous savez qu'il est dedans. Quand tu vas te solutionner avec les études, tu deviens un érudit, un médecin, parce que tu t'es solutionné avec le problème. Mais si tu ne t'investis pas dans le problème et que tu attends qu'il vienne une solution, mais tu n'as pas changé. Or, rappelez-vous que grandir, c'est souffrir pour les gens qui ne veulent pas grandir. Donc la solution en vérité, c'est pas que tu as entendu une phrase de la Torah ou qu'un psy t'a dit un truc ou que ton coach il t'a donné des clés. Mais non. La solution, c'est le niveau de maturité que tu as atteint en acceptant et en assumant le problème. Maintenant, comme toi, tu avais un problème qui était lié à un certain niveau de maturité, quand tu as assumé le problème, tu as grandi. Et comme tu as grandi, il n'y a plus de problème. Maintenant, les gens, ils veulent des solutions, mais ils ne veulent pas grandir. Et ils s'étonnent que les problèmes reviennent. Moi, ils me disent, mais dis-moi, Ben Chetrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes problèmes? Je dis, parce que tu redoubles. Fais les exercices. Tu dis, ouais, mais on a toujours les mêmes engueulades, tous les 6 mois, ça revient. Je dis, parce qu'il faut travailler votre couple. On se pose. Je dis, on n'a même pas parlé. Ben, votre premier sujet de conversation, c'est comment ça se fait qu'on n'arrive pas à parler.
Après, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à échanger? Comment ça se fait qu'il y a des sujets que j'arrive pas? Comment ça se fait que je suis mal à l'aise? Comment ça se fait que je me sens écrasé? On va poser tout ça. On va disséquer, on va analyser, on va trouver. Alors je vous dis, hein, je ne vais pas faire un cours sur le couple, mais moi, de ma petite expérience, quelques 30 000 couples, je peux vous dire que les 3/4 des problèmes de couple sont des problèmes personnels qui sont intégrés dans le couple, projetés dans le couple. Vous suivez ou non? C'est que le mec, il n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme qu'elle est nulle. La femme, elle n'a pas coupé son cordon ombilical, elle va dire à son mari, tu parles trop à ta mère. Mais c'est elle, à 38 ans, qui achète la même jupe que sa mère. Maintenant, le jour où tu vas séparer les couleurs, tu vas dire, ça, c'est un problème personnel, ça, c'est de l'orgueil, ça, c'est de la bêtise, ça, c'est un complexe, ça, c'est un mal-être. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Mais tu as déjà résolu 99% des problèmes. Puisque le Yetzirara se sert de combustible qui s'appelle tes problèmes personnels pour générer et entretenir l'incendie qui s'appelle le Shalom Bayit. Voilà. Ça veut dire que tant que tu n'es pas prêt à faire une analyse personnelle, ça ne servira à rien de devenir le psychologue de l'autre. Occupe-toi d'évoluer personnellement, de devenir quelqu'un de bien, de quelqu'un à la hauteur, de quelqu'un de... Parce qu'il faut savoir, la règle c'est simple. Pour être respecté, il ne faut pas imposer le respect. Il faut être respectable. Pour être admiré, il faut être admirable. Et pour être aimé, il faut être aimable. Alors si tu n'es pas aimable, parce que tu es embêtant, parce que tu es chiant, parce que tu es lourd, parce que tu es radin, parce que tu es psychorigide, ne dis pas comment ça se fait que personne ne m'aime. Mais depuis quand on aime ce qui vient d'un certain orifice qui produit des choses odorantes? On ne peut pas aimer. Ok, c'est un fertilisant, mais on ne peut pas aimer. On peut dire j'aime. Mais oui, mais bien assaisonné, avec beaucoup d'efforts et des épices. Mais je peux pas, c'est de la merde. Je peux pas aimer. Mais tu dois m'aimer. Mais même quand je serais une mémé, je pourrais pas t'aimer. Même Marcel, il avait compris ça. D'ailleurs, il est devenu invisible. Marcel aimé. À 22h05. Vous êtes fatigué. Moi, j'ai dormi 1 heure avant de venir. Quand je dors, je suis dangereux. Oui, parce que le cerveau, il va 19 fois plus vite que d'habitude. Et déjà qu'il n'est pas trop lent. Ouais. Pour ça, d'ailleurs, que j'ai jamais fait de cerveau lent. Parce que c'est pas mon style. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'il faut être dans une dynamique de satisfaction d'être. Mais pour être dans une dynamique de satisfaction d'être, il faut déjà avoir le désir d'être. Ouais. Il faut avoir la conscience du bonheur d'être. Il faut avoir la volonté d'être. Maintenant, le problème, c'est que quand j'ai la volonté d'être, celui qui m'empêche d'être, c'est Yetzirara. Celui qui m'empêche. Maintenant, nous, on appelle Yetzirara, pour résumer. Mais non, c'est pas Belzébuth qui court tout nu avec des cornes dans la rue. Non. Ça, c'est droit au but, ça n'a rien à voir. D'accord? Non. Le Yetzirara, c'est les complexes, c'est la névrose, c'est la peur, c'est l'ignorance, c'est la difficulté à se remettre en cause, c'est la lourdeur, c'est le blata, c'est le mesquine. C'est ça le Yetzirara. Maintenant, tant que toi, tu n'as pas développé un jeu en toi qui va être en maîtrise de ce moi qui t'empêche d'être toi, ouais, tu vas passer ta vie à projeter dans la réalité et dans l'autre une chose que tu n'as pas réglée toi-même. Maintenant, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Arrêtez de vous choquer du non-résultat ou de l'échec des efforts que vous n'avez pas fournis. Arrêtez. Vous me suivez ou non? C'est comme le mec, il est en train de regarder la liste des reçus à l'examen de l'ENA, il cherche son nom, il ne trouve pas. Il y a 400 noms, il ne trouve pas. Dans l'ordre, dans le désordre, alphabétique, alphanumérique, il ne trouve pas. Puis il y a un gars à côté de lui, il dit, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai trouvé mon nom, Benchikri, je ne vois pas Benchikri dans la liste des reçus à l'examen d'entrée à l'ENA. Le mec, il dit, attends, excuse-moi, mais on était tous à la prépa. T'as passé l'examen? Il dit, non. Bon, pourquoi tu regardes? On ne sait jamais. Imagine, le gars, il a cliqué une ligne en dessous, et il m'a donné l'examen d'entrée de l'ENA. Donc, il faut arrêter de se choquer du comportement des enfants qu'on n'a pas éduqués. Il faut arrêter de se choquer du niveau de manque de solidarité d'un couple qu'on n'a pas construit. Il faut arrêter de se choquer du compte en banque qui est vide alors qu'on n'est pas capable de mettre 100 € par mois de côté. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous me suivez ou non? Si on fait le contraire, on dit non. J'investis, je travaille, je construis.
Maintenant, à chaque fois que tu construis, à chaque fois que tu montes sur l'escalier de l'évolution, c'est vrai que ça fait mal au mollet. C'est vrai. Mais quand tu te retournes, tu vois le chemin parcouru. Alors que si tu dis, écoute, je vais prendre l'ascenseur, tu vois pas, tu es enfermé. Et quand tu arrives là-haut, tu ne te reconnais pas. Ça s'appelle la mytho. Tu ne te reconnais pas dans le paysage que tu trouves en arrivant en haut, puisque tu n'as pas fait l'effort pour y arriver. Maintenant, c'est une grande question. Est-ce que le bon Dieu, il veut qu'on obtienne des résultats, ou le bon Dieu, il veut qu'on fasse des efforts, et que les efforts, ils seront motivés par la recherche du résultat? Traduction, qu'est-ce qui nous fait grandir? Ce qu'on devient ou l'effort qu'on fait pour le devenir? Qu'est-ce qui fait qu'on est lié dans un couple? Parce qu'on a the couple, ou parce qu'on s'est battu, parce qu'on a parlé, parce qu'on a échangé, parce qu'on a amélioré notre dialogue, nos vacances, notre intimité. C'est que les efforts qu'on a fournis, c'est ça qui a été le ciment de notre couple. Mais c'est comme les enfants, par exemple, qui ont une intelligence naturelle et qui font aucun effort à l'école. Donc ils s'amusent et tout, ils ont toujours meilleur que la moyenne, les autres ils ont tous envie de mourir et lui il révise même pas, il va un truc. Mais le jour il rentre en école d'ingénieur ou là en médecine et que là on lui demande de faire des vrais efforts, il fait une dépression parce qu'il n'a jamais fait d'effort. Donc l'effort n'est pas une contrainte, l'effort est une opportunité. D'ailleurs la seule manière de devenir fort, c'est de faire des efforts puisqu'on le dit tu es fort. Maintenant, si pour toi c'est trop compliqué parce que tu essaies d'éviter les efforts, fais attention parce que l'effort tue. Maintenant, l'effort tue celui qui ne veut pas faire d'efforts. Ouais, et tu es fort parce que tu as fait des efforts. En résumé, n'écrivez pas tu es fort T-U-E-S-F-O-R-T, écrivez T-U-E-2-F-O-R-T. Toi, Jane, moi, Tarzan. Moi, effort. Moi, effort. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand tu es rentré dans cette dynamique de l'effort, tu verras que la vie elle est facile. Mais quand tu es dans la dynamique du moindre effort, ou alors de faire les efforts par d'autres, ouais, donc tu deviens de plus en plus faible. Quelqu'un qui est resté 6 mois au lit parce qu'il a fallu lui faire une opération des jambes, ça, il a les muscles atrophiés. Mais quelqu'un que ça fait 35 ans qu'il est au lit, c'est-à-dire qu'il est allongé au fond de sa personne, il n'est toujours pas dans la réalité parce que papa il paye le loyer, papa il s'arrange avec le directeur d'école pour me faire passer de classe, maman elle me dit que je suis quelqu'un de bien même si je fais rien pour ça. Mais le jour où tu vas sortir dans la réalité, tes muscles ils sont en guimauve. Jamais tu seras fort. Or la force, on a dit, elle vient de l'effort. Et l'effort, il génère la satisfaction. La satisfaction de quoi? D'être. Donc la joie, qui est la satisfaction d'être, elle vient de l'effort. Or l'effort, il vient de la conscience du problème. Donc le manque, il crée l'effort. L'effort, il crée la satisfaction d'être. Donc celui qui n'a pas conscience du manque ne peut pas atteindre la plénitude. Mais dans la plénitude, si tu la vis mal, elle te fout dans le trou. Si tu la vis bien, elle te sort. C'est comme un tremplin. Avec un tremplin, tu peux sauter 2,50 m ou tu peux te casser les deux chevilles. Alors dit en français, ça dépend comment tu le prends. Comment tu as pris le tremplin, comment tu as pris la vie, comment tu as pris l'événement. Maintenant, nous, en tant que parents, on doit donner à nos enfants l'amour, la confiance, l'investissement, la perpétuité, la stabilité, l'équilibre, la émouna, le bitachon, la confiance, la prière, le lien avec Hachem. Ce qui fait que quand on va leur demander, maintenant, c'est toi qui sautes, tu te débrouilles avec ta femme. Vous savez que la 8e bracha de Sheva Brachot, vous la connaissez, non? Il y a 7 brachot ou 8 brachot au mariage? 7, mais c'est quoi la 8e? Non? Débarrasek. Débarrasek. Tu l'as voulu, tu la bouffes. Tu viens chez moi, tu dis ouais, bah. Tu rentres chez toi, tu te débrouilles avec elle. Vas-y. T'as marché dedans, tu t'essuies les chaussures. Ça te brûle l'estomac? Bois un verre d'eau. Ouais, mais il n'y a pas. Débarrasek. Tu voulais te marier jeune? Paye ton loyer. Ah, mais je pensais que c'est toi qui allais payer. Moi, je te prends une poubelle, je te mets un couvert. Vas-y, installe-toi. Laisse tomber les meubles, il n'y a pas de place. Ah, tu dis non, je veux un 8 pièces. Va travailler, va. Paresseux. Ouais. Donc, vous avez compris que la joie, maintenant, elle est dans la réponse que tu donnes à la vie. Ce qu'on appelle en français être. En hébreu, ça s'appelle Ové. Ové, c'est le présent. Maintenant, Ové, ça veut dire le présent et ça veut dire le verbe être. Parce que l'iyot,
c'est être. Et Ové, c'est le présent. Alors je vous dis une phrase, et après je vous laisse tranquille. Le présent, il a 3 traductions. C'est le temps présent, la temporalité, l'état présent. Par exemple, là, vous êtes présent. Moi, je suis présent. Vous êtes présent, vous? Oui. Voilà. Non, mais des fois, on peut être là, mais ne pas avoir la présence d'esprit. Le gars, il rentre, il est devant la télé, je lui dis, écoute, je te sens pas présent. Je lui dis, mais écoute, je suis là, mais là, t'es pas là. Je te parle, tu t'es à la tête ailleurs. C'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? Donc, quand tu es présent dans le présent et tu es présent dans l'état de présent. Ça va? Et à part ça, présent, ça veut dire aussi un cadeau. Voilà. Donc, écoutez cette phrase, elle est extraordinaire. Et je sais qu'elle est bonne puisqu'elle vient de moi. C'est que quand toi, tu vis le présent en répondant présent au présent, c'est que tu as compris que chaque présent est un présent. Ça va? Voilà, comme quoi avec un seul mot, on peut dire beaucoup de choses. Alors, Chazak ou Baruch. Donc je m'arrête là parce que je sens qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Donc, non, en plus qu'il y a un très bon repas qui a été préparé.